Le magazine littéraire Épilogue est une présentation de la Librairie du Quartier. Merci à ce précieux partenaire et à leur équipe de libraires. Vos prochaines lectures vous attendent au 1120 Avenue Cartier. On l'a dit un petit peu en intro qu'il y avait un certain timing sociopolitique pour la parution de cet ouvrage À la conquête du pouvoir, comment une troisième voie politique s'est imposée au Québec, de Pascal Maillot et Éric Montigny. Donc, ça fait longtemps qu'on n'a pas reçu à l'émission notre chroniqueur politique Thomas Laberge vient nous parler donc de ce livre qui sortira très bientôt, 19, donc dans 2 mardi, jours. Et qui retrace l'émergence de la montée de la troisième voie au Québec. Thomas, tout d'abord, c'est quoi la troisième voie? La troisième voie, bon, c'est un concept en sciences politiques qui existe un peu partout, mais au Québec, ça prend une forme particulière parce qu'évidemment, on le sait, depuis des décennies, il y avait une alternance du pouvoir entre le PQ et les libéraux, donc entre l'option souverainiste et l'option fédéraliste, mais on se rappelle, dans la foulée des échecs du accord du lac Meech et de Charlottetown, il y a un nouveau parti qui a été créé, l'ADQ, qui émergeait de libéraux qui étaient plus nationalistes. Et l'ADQ a voulu se positionner finalement entre ces deux options politiques. Bon, au début, ça a été un peu étrange parce qu'il y a eu le référendum de 95 très rapidement. Et là, l'ADQ avait pas le choix de choisir dans quel camp elle allait se positionner. Et c'est là où j'ai parlé avec Mario Dumont il y a pas très longtemps. Il me racontait, si on était retourné chez les libéraux dans le camp du Nord, on aurait eu l'air un peu loser. Donc, pas le choix. Ouais, il fallait marquer le coup un peu, puis c'était un peu par ça aussi. Donc, cette fameuse campagne aussi avec Lucien Bouchard, Parizeau et M. Dumont, qui était un peu la nouvelle génération. D'ailleurs, un élément intéressant, on voit qu'il y a une proximité assez forte entre Lucien Bouchard et Mario Dumont. Les deux s'entendaient sur beaucoup de choses. Évidemment, Lucien Bouchard était peut-être un peu plus à droite sur certains aspects aussi, donc on peut voir qu'il y avait peut-être certaines accointances. Un peu le Bloc québécois, c'était un peu plus la droite un peu nationaliste. Mais oui, puis Lucien Bouchard aussi, équilibre budgétaire et tout ça, des éléments qui rejoignaient l'ADQ. D'ailleurs, après le référendum, on apprend dans le livre que Mario Dumont a proposé à Lucien Bouchard de prendre la tête de l'ADQ. Il a décliné pour plutôt aller vers le Parti québécois, mais quand même. Donc finalement, c'est ça. La troisième voie, c'est cette posture autonomiste entre ce souverainisme et le fédéralisme que l'ADQ a d'une certaine manière défriché et que la CAQ a ensuite emprunté pour prendre le pouvoir. Donc, c'est un peu la trame narrative que le livre explore. C'est ce que j'allais dire. C'est un peu cette prémisse de base. Peut-on, Thomas, vraiment voir justement l'ADQ comme précurseur de la CAQ? C'est un peu ce qui est défendu dans le livre, mais je pense qu'il y a certains bémols à apporter. Je pense que c'est effectivement vrai. Je pense que c'est une troisième voie. Par contre, je trouve que dans le livre, peut-être, on retire un petit peu, on enlève un petit peu d'idéologie. C'est qu'on a l'impression qu'on analyse beaucoup en termes de positionnement politique, c'est-à-dire, être plus nationaliste, demander plus de pouvoir au fédéral. Mais il faut quand même se rappeler que l'ADQ voulait aussi être un parti, justement, plus de centre-droit et économique. Donc, une meilleure responsabilité au niveau des dépenses. Et, excusez, je reviens encore avec mon entrevue de Mario Dumont. Quand je lui ai posé la question, il me dit, tu sais, la CAQ est très dépensière et on l'a vu récemment avec son déficit de 11 milliards de dollars. C'est pas ce que les partis plus conservateurs apprécient en général des gros déficits. Donc, la CAQ est beaucoup plus centriste sur ce point de vue-là. Au début, elle essayait d'être un peu plus, de se présenter peut-être un petit peu plus à droite en voulant réduire la taille de l'État, mais on a vu qu'à l'inverse, ça a grossi aussi beaucoup. Bon, en même temps, l'ADQ a le beau jeu de dire, nous, on était plus de centre-droit, mais ils n'ont jamais pris le pouvoir. Donc, on ne sait pas ce qui serait arrivé. Ils ont été une opposition importante à 41 députés en 2007 et ça n'a pas été particulièrement. Mais quand même, moi, je trouve que ce livre-là a un intérêt parce que ça permet aussi, justement, de comprendre un peu comment cette troisième voie-là s'est forgée, finalement, entre le PQ, les libéraux et d'expliquer un peu comment la Coalition Avenir Québec a réussi à se frayer un chemin et à prendre le pouvoir de manière assez surprenante aussi quand la CAQ a pris le pouvoir. Je veux dire, on brisait le duopole PQ-libéral qui et c'est là depuis les années 70. Donc, et c'est là, puis c'est intéressant que tu colores ton intervention de cette nouvelle dynamique de l'axe un peu plus gauche-droite aussi, par rapport aux libertés individuelles, par rapport à certains éléments plus nationalistes. Mais là, bon, on le voit, et on parlait un peu en début d'émission, mais même hors des ondes aussi, il y a une certaine conjoncture. M. Legault a rencontré M. Trudeau pas plus tard qu'avant hier. Tu l'as dit, un budget mardi a été présenté très déficitaire. On a tout un contexte de montée dans les sondages du Parti québécois. Est-ce que
ça reste une lubie sur papier, une théorie. Quel est l'avenir pour une troisième voie? Évidemment, j'ai posé la question aux deux auteurs qui, évidemment, les deux auteurs ont été en politique active. Donc, Éric Montigny, lui, a fondé l'ADQ avec Mario Dumont. Donc, c'est un de ces anciens libéraux qui a fait défection. Pascal Maillot, un ancien péquiste qui a été conseiller de François Legault longtemps. Donc, évidemment, on va dire que ce sont deux personnes qui ont contribué aussi à la troisième voie. Donc, pour eux, selon eux, la troisième voie, c'est une option pour laquelle il y a un appétit au Québec. Et là, c'est sûr, faut faire attention. Est-ce qu'il y a un avenir pour la troisième voie? On est un peu collé sur les faits d'actualité pour essayer de déterminer ça. Mais c'est sûr qu'on peut se poser la question dans le contexte actuel, cette troisième voie-là qui demande plus de pouvoir au fédéral et qui se fait très souvent dire non. D'ailleurs, le dernier refus de Justin Trudeau envers Legault était assez clair. Non, on va pas donner tous les pouvoirs en immigration à Québec. Mais c'est certain que d'avoir cette posture-là, ça peut aussi faire le lit d'une posture plus, on va dire, assumée nationaliste, c'est-à-dire celle de l'indépendantisme. Le PQ, évidemment, le voit beaucoup parce que fait ses choux gras avec les nombreux échecs de la CAQ face au fédéral. Et bon, on a abordé un peu la question du bloc et François Blanchet, hier, ne s'est pas gêné pour le dire assez peu subtilement que la stratégie de la Coalition Avenir Québec, ça marchait pas et que la seule solution on n'a pas gagné grand-chose depuis 2010. Non, c'est ça. Puis il dit, nous, quand on se fait dire non, on se lève et on se bat, en voulant dire que la CAQ avait l'air d'être un peu à genoux et de se laisser marcher sur les pieds par le fédéral. Donc, évidemment, la conjoncture évolue beaucoup. Bon, on peut pas dire qu'il y a pas d'appétit pour la troisième voie. Elle a été au pouvoir. La DQ a quand même attiré aussi pas mal d'électeurs. Il faut quand même se rappeler qu'en 2007, elle a pris l'opposition officielle avant la débâcle de 2008. Mais on peut se poser la question sur le temps long, est-ce que cette troisième voie-là va rester une option viable ou est-ce qu'on va retourner dans une espèce d'opposition fédéralisme souverainiste? Oui, parce que ça reste relativement jeune, parce qu'effectivement, cette opposition, la CAQ, fondée en 2012, on peut dire, pouvoir depuis 2018, mais est-ce que, et là, je fais un peu de personnalisation de la personnalité de M. Legault, mais jusqu'où, justement, le fait que François Legault est clairement, dès qu'il y a un petit soubresaut nationaliste par rapport au pouvoir, par rapport aux questions identitaires, à la langue, on le voit à quel point on lui rappelle aussi qu'il était un fervent souverainiste. Alors, il y a toujours cette espèce de... ça aussi, les choux gras, le PQ peut en faire ses choux gras. Oui, évidemment. Et évidemment, M. Legault est dans une posture qui est pas extrêmement facile pour lui, surtout qu'on sait qu'il y a beaucoup de péquistes qui sont à la Coalition Avenir Québec. Oui. Et des fois, on a l'impression, évidemment, c'est jamais dit ouvertement, mais on a l'impression que M. Legault le dit lui-même, il n'y a pas d'appétit pour la souveraineté. Mais est-ce que ça veut dire que s'il y en avait de l'appétit pour la souveraineté, M. Legault redeviendrait souverainiste? Est-ce que la CAQ est juste un parti en attendant le retour de... Bon, on est là en train de faire des hypothèses, on ne sait pas l'avenir politique, mais évidemment, les choses bougent très rapidement. On a parlé de la montée du parti québécois, et on peut aussi se poser la question, c'est Yves-François Blanchet qui en a parlé un peu hier, il s'est dit, est-ce que l'élection d'un gouvernement majoritaire, il n'a pas dit conservateur, mais c'est ce que ça voulait dire, pourrait signifier la dernière élection du Bloc québécois, donc laissant entendre que les conservateurs à Ottawa pourraient peut-être galvaniser le sentiment souverainiste ici au Québec, parce qu'on sait que les conservateurs de Pierre Poilievre ne sont pas très populaires ici. Donc il y aurait ce clivage additionnel aussi. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent actuellement dans le paysage politique, et la troisième voie, cette espèce d'équilibriste finalement entre les deux options, peut-être qu'un jour va falloir qu'on penche d'un bord ou de l'autre. Donc très intéressant. Et on le dit à quel point c'est intéressant dans le contexte de la parution. Donc est-ce que tu recommandes? Oui, je me rappelais, je pense que j'ai critiqué beaucoup de livres dont j'ai parlé dans les derniers temps ici à Épilogue, des fois des essais que je trouvais des fois un peu simplets, si on veut. Moi, ce que je trouve bien, c'est ça, c'est qu'on n'est pas là à comme essayer d'imposer une vision au lecteur. Il y a beaucoup de travail de coulisses aussi, vu que c'est des gens qui ont été très proches du pouvoir. On a des entrevues avec des gens, dont Lucien Bouchard. Plusieurs anecdotes aussi dont j'ai parlé, cette relation-là entre Mario Dumont et Lucien Bouchard. François Legault aussi, qui c'était dans les élections de 2012, 2014, où la soirée électorale commençait vraiment mal pour la Coalition Avenir Québec. Et là, François Legault lance « Bon, je démissionne-tu à soir? » J'y étais d'ailleurs, à l'Assomption, dans la circonscription de M. Legault. L'ambiance était plutôt plombée à première heure. C'est ça. Mais finalement, les choses changent. Tout à fait. Bon, évidemment, la Coalition Avenir Québec ne forme pas le gouvernement à ce moment-là, mais fait quand même élire 3 députés de plus que l'élection de 2012. Donc, M. Legault est resté en place. Mais c'est ça,
des petites anecdotes comme ça qui viennent pimenter un peu le récit. C'est pas énormément de nouveautés, c'est plutôt une nouvelle manière de présenter des faits historiques justement du référendum de 95 jusqu'à aujourd'hui. Donc moi je pense que oui, c'est une contribution qui est vraiment pertinente pour l'histoire politique au Québec. Puis bon, comme journaliste, on aime toujours ça des potins de coulisses. Donc absolument, et sentir le terrain. Tu l'as dit, Thomas, Pascal Maillot, Éric Montigny ont eu de la politique active, des conseillers. Est-ce que justement, on sent le jupon qui dépasse? Est-ce que c'est un plaidoirie un peu militant de leurs idéologies? Je dirais pas que c'est militant, mais c'est sûr qu'on sent pas beaucoup de distance critique aussi. On sait pas exactement qui a écrit les parties. Moi, j'avais l'impression parfois que c'était plus Éric Montigny qui avait écrit les parties sur l'ADQ parce que c'est lui qui était qui est parmi les membres fondateurs. Mais bon, c'est pas dit explicitement. Mais on parle beaucoup que l'ADQ avait peut-être le défaut d'être trop en avance sur son temps. T'sais. Malheureusement, on avait des bonnes idées, mais les gens étaient pas prêts. Ou on sent aussi des petites pointes envers les médias, comme si les médias avaient été trop sévères envers l'ADQ. Donc c'était, il faut se dire là, notamment c'est 2007 quand on prend c'est ça, lorsqu'il y a eu une opposition officielle, c'était 2000 Oui, c'est ça, c'était en 2007 et c'est là qu'on se rend compte que les accommodements raisonnables, on a vu qu'il y avait pas de profondeur. Non, il y avait beaucoup d'inexpérience, ça a été témoigné. Donc évidemment, c'est ça, comme je dis, on n'a pas beaucoup je dirais pas que c'est de la complaisance, on n'a pas beaucoup de distance critique. En même temps, bon, les auteurs l'assument, c'est dit à l'arrière du livre que leurs expériences militantes. Mais tu sais, je veux dire, ça ne gâche pas du tout l'expérience de lecture. Puis comme je dis, je pense que le travail de relecture historique, puis le travail de donner la parole aussi à des auteurs de l'époque ajoute clairement une pertinence. C'est pas juste la vision des auteurs, c'est aussi la vision des gens qui étaient présents à l'époque. Et bon, pour ce qui est des idées de l'ADQ, il y a peut-être certains éléments, oui, mais comme je disais, Mario Dumont, lui, trouve pas tant que la CAQ est dans la lignée idéologique de l'ADQ. Oui, il y a eu par exemple l'abolition des commissions scolaires, mais tout ce qui est de rigueur budgétaire ou des enjeux de faire plus de place au privé, la CAQ est beaucoup plus timide sur ces enjeux-là. Donc, donc, c'est extrêmement intéressant et c'est intéressant aussi quand on aime la politique, c'est le cas de nous deux. Ça m'a rappelé un peu, j'ai pas le titre en tête, là, mais c'était sur la pertinence du Bloc québécois. Que Chantal Hébert, il y a peut-être une dizaine d'années, qui était à peu près 25 ans après la fondation du Bloc. Alors, cette espèce de recul d'une génération là, qui est pas, tu sais, de quelques décennies, qui est pas historique, parce que les acteurs sont encore là, sont encore actifs, encore vivants pour témoigner. Alors, c'est un recul assez intéressant pour voir l'histoire en marche aussi.